La semaine dernière, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais les différents traumatismes que j'ai pu vivre dans ma vie intime à l'époque où j'avais des relations majoritairement hétéro et comment ces traumatismes-là impactaient mes relations queer et notamment du coup lesbiennes puisque je relationne depuis maintenant plus de 2 ans, bientôt 3 ans, avec quasiment que des femmes. Et en fait, j'avais pas prévu de faire une partie 2 à cette vidéo, mais en lisant les commentaires que j'ai reçus et aussi les messages que j'ai eus sur Instagram, je me suis dit que ça pouvait vraiment valoir le coup qu'on aille un petit peu plus loin dans la réflexion et qu'on décortique ensemble, en tout cas que je te décortique avec mon expérience les différentes réflexions, ressources, outils que j'ai pu mettre en place pour améliorer les choses, en espérant que à travers mon expérience, tu puisses trouver éventuellement toi des clés de compréhension ou voilà des pistes de début de réflexion potentiellement si tu te reconnais dans ce que j'expliquais la semaine dernière. Pour ce faire, j'aimerais te parler de 2 ressources, outils, exercices, je sais pas trop comment dire ça, mais en gros 2 choses qui m'ont permis personnellement d'aller mieux et en tout cas de réaliser des choses importantes pour pouvoir avancer dans le chemin du surmontage du traumatisme. Donc là je vais te parler que de ces 2 choses, mais sache qu'il existe vraiment des centaines, voire des milliers de techniques, d'exercices, de traitements, de machins, de trucs, bref, il y a plein de choses qui concernent les psychotraumatismes qui sont très intéressantes. Donc si tu ne trouves pas, toi, là tout de suite, la méthode, entre guillemets, qui fonctionne pour toi, sois patient, sois patiente envers toi-même. Surtout, ne te frustre pas et ne t'en veux pas d'avoir la sensation d'être bloqué là-dedans. Il faut juste trouver ce qui marche pour toi, ce qui te permet de t'ouvrir, de te sentir en confiance, etc. Donc je t'invite à te renseigner, vraiment, il existe un tas de choses. Moi, par exemple, j'avais jamais entendu parler avant de l'EMDR. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai pas encore essayé, mais c'est typiquement le genre de technique vers laquelle je me serais jamais tournée spontanément, parce que personnellement, jusqu'à maintenant, ma façon à moi de gérer ces choses, c'est de passer beaucoup par la verbalisation, c'est-à-dire tous les trucs que je vis de manière un peu obsessionnelle parfois, et c'est pénible, mais tous les trucs que je vis qui me heurtent un peu comme ça, je suis obligée de les décortiquer, de mettre des mots dessus, de créer un récit autour et même après de le filmer, de le publier en ligne et tout. Enfin bref, c'est ce que j'ai trouvé moi pour rendre entre guillemets utile et donner du sens aux événements, alors qu'il y a des personnes pour qui ça c'est pas spécialement le mieux. Et j'ai envie de te dire qu'aussi moi j'ai fait ça jusqu'à maintenant, mais ça a certaines limites. Ça a ses limites dans la mesure où c'est censé être un outil, c'est-à-dire on utilise le fait de mettre des mots, d'analyser tout ça pour ensuite pouvoir kiffer et être dans le moment présent et ne plus se prendre la tête, etc. Sauf que moi, vu que je suis une personne excessivement anxieuse, je suis restée bloquée dans un truc où en fait je suis une tête pensante, constamment en train de réfléchir et tout. D'ailleurs j'en parle beaucoup dans cette vidéo aussi, dans laquelle je parle de mon rapport à mon corps qui est quasi inexistant, c'est-à-dire que vraiment j'ai l'impression d'être juste un cerveau qui pense et pas un corps qui vit. Et donc pour ce faire, je me suis renseignée un peu sur les différentes thérapies existantes qui touchent juste le corps, donc ça peut être des massages, de l'hypnose, de l'acupuncture, enfin il existe un tas de choses en fait qui agissent sur le corps en fait et qui permettent d'apaiser l'esprit. Mais tout ça pour dire que voilà, je te partage ça, mais c'est juste une petite brèche de lumière dans tout ce qui est possible et tout ce qui peut être fait. Le premier exercice que je voudrais te partager, je l'ai appelé comme ça, mais je sais pas s'il a vraiment un nom, c'est celui de la liste des croyances à son propre sujet. C'est en gros juste établir une liste des choses que ton inconscient probablement pense sur toi-même et qui t'enferme en continu dans tes réactions traumatiques. Ces croyances, elles ne sortent pas de nulle part, elles sont associées à un ou plusieurs mauvais souvenirs. Et donc pour faire cet exercice, comment on s'y prend? C'est très simple. On fait une petite colonne dans laquelle on va lister les différents événements négatifs qui nous ont marqués. Si possible, dans l'ordre chronologique, ça va être plus facile. Une fois que tu as fait la liste de ces différents événements que tu considères être traumatiques, à côté, tu vas écrire la croyance que ça a fait naître chez toi à ton sujet. Et pour ce faire, le mieux, c'est de commencer la phrase par « je suis ». Et ça, en gros, c'est la croyance qui s'est plantée dans ta tête au moment où tu as vécu l'événement traumatique, qui biaise en fait ta perception de toi-même, de la réalité, des autres, bref, et qui est justement si pénible dans la suite des événements, quoi. Pour que ce soit plus concret, je vais te parler des 5 croyances que j'ai personnellement sur moi-même et à quel traumatisme spécifique ces croyances sont associées. La première croyance que j'ai sur moi, c'est que je suis sale.
Je suis dégoûtante. Et cette pensée, elle est née à cause de ce premier ex dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, qui m'a fait croire que mon corps avait un problème, que ce qui se passait entre mes jambes était problématique, etc. Bref, je te laisserai regarder la vidéo si tu ne l'as pas déjà vue. Et du coup, à cause de cet événement qui m'a énormément marquée, même 10 ans plus tard, j'ai une croyance qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui est que du coup, mon corps, ma personne, mon être est sale, alors que ce n'est pas vrai. Mais on s'en fout. On n'est pas au stade de déconstruire la croyance. Là, on est juste au stade de comprendre ce qu'on croit sur nous. La deuxième croyance que j'ai notée, c'est le fait que je pense que je suis cassée. Mon corps est cassé. Il y a un problème, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et pourquoi je pense ça? Parce que dans ma liste d'événements traumatiques, il y en a plusieurs, mais notamment un que j'ai noté, pendant lequel je me suis forcée toute seule à faire des choses et à avoir une relation que je ne souhaitais pas vraiment avoir, mais dans ma tête, je m'étais tellement convaincue qu'il fallait que ça se passe et que ça se fasse comme ça, qu'en le vivant et en voyant que je ne ressentais rien, et au contraire que je me sentais mal, bah, plutôt que de juste m'arrêter, d'écouter mon corps et de me dire en fait j'aime pas, en fait je sais pas pourquoi j'ai eu envie de ça, en fait bref, plutôt que de juste stopper la chose et m'écouter, j'ai décidé de me faire du mal en allant jusqu'au bout. Et donc en faisant semblant que je voulais ça, que ça me faisait plaisir, que c'était super, etc. Alors qu'en fait, je le vivais super mal. Et là, je pense qu'on peut clairement dire que je me suis auto-traumatisée dans la mesure où la personne en face ne pouvait clairement pas deviner à ma place que j'étais en train de faire de l'acting en fait du début à la fin. J'avais l'impression d'être dans une performance de théâtre en fait, ou même de film plutôt. Donc voilà, cette personne je lui en veux pas du tout, c'est pas sa faute ni rien, et puis en plus ça date d'il y a très longtemps, mais j'avais quand même pris presque cette habitude qu'à chaque fois que j'ai un rapport, notamment avec un homme dans un cadre hétéro, d'être sûre que si je ressens rien ou si je me sens mal, c'est pas parce que la situation ne me convient pas, mais c'est parce que mon corps est cassé. Alors la troisième croyance que j'ai notée, ça s'éloigne un peu du je suis, mais tu verras que finalement c'est sensiblement la même chose. Mon désir est pathologique. Si je devais le mettre en je suis, je dirais que du coup je suis une perverse, ou je suis une obsédée, ou je suis une prédatrice. En gros, pourquoi j'ai fini par croire à un moment donné que mon désir était pathologique? Tout simplement parce que, en tant que jeune femme, dans cette fameuse liste des événements qui m'ont traumatisée, une des choses qui m'a énormément marquée, c'est que plusieurs mecs m'ont fait comprendre qu'en gros j'étais... ça c'est un truc que beaucoup de femmes ont vu en commun, que le fait d'avoir envie d'avoir une forte libido, d'avoir envie de cette intimité, d'être assez décomplexée là-dessus, etc., c'était vraiment genre être la lie de l'humanité. Du coup, je me suis conditionnée à me soumettre et à faire ce que je pensais que mon ou ma partenaire voulait que je fasse pour que cette personne soit satisfaite, mais jamais je n'ai vraiment questionné, en tout cas avant longtemps, ce qui moi vraiment me donnait envie, parce que j'en avais horriblement honte. Déjà parce que mon corps est cassé, donc de toute façon ça sert à rien que je dise ce qui me donne envie. En plus de ça, je suis sale, donc en fait ça sert à rien que je te dise non plus, parce que de toute façon genre tu vas pas me toucher avec un bâton vu que je suis une personne foncièrement dégueulasse. Et puis en plus de ça, mon désir est pathologique, donc en fait non, viens, on n'en parle pas de ce que moi j'ai envie. La quatrième croyance que j'ai notée, c'est que je suis une merde. Alors tu verras que c'est très joyeux finalement tout ça, n'est-ce pas? Et du coup, quel est le traumatisme, les traumatismes associés à cette croyance? C'est ceux que je décris dans ma vidéo de la semaine dernière. Et là, je parle pas de ma toute première relation amoureuse qui m'a fait croire que j'étais sale et dégueulasse et que j'étais nympho ou je ne sais quoi. Je parle des événements que je décris après, c'est-à-dire les 2 fois où j'ai été abusée de manière assez explicite. Oui, si ça m'est arrivé, c'est bien parce que je suis incapable de m'écouter moi-même, je suis incapable de me protéger moi-même, je suis une merde en gros, et puis ça, tu t'imagines bien que ces pensées-là, elles ont pu émerger aussi parce que avant même d'avoir une quelconque vie active sexuellement, on était déjà sur une personne avec une estime d'elle assez basse, assez médiocre, j'ai envie de te dire, même quasiment inexistante. Bref, et la 5e croyance qui est la plus importante et la plus forte, celle vraiment qui est le plus d'actualité, c'est celle que je suis forcément une prédatrice si je prends du plaisir. Ce qui est intéressant avec cette croyance-là, c'est qu'en fait, elle n'a pas du tout la même dimension si je pense à ma relation avec les hommes que si je pense à ma relation avec les femmes. Dans mon historique hétérosexuel, même si je ne suis pas hétéro, je suis bi, du coup, pour les personnes qui ne le savent pas, actuellement en couple lesbien exclusif. Pendant longtemps, j'étais que avec des hommes, donc dans
la majorité de mon historique avec les hommes, comme j'ai appris avec eux cette forme d'intimité-là qui est absolument nulle, éclatée, égoïste, etc., bah, j'ai enregistré dans ma tête qu'ils se servaient, ils se faisaient du bien, et comme beaucoup de fois ils m'ont abusé, l'association elle a été vite faite, prendre du plaisir égale abuser de quelqu'un. Mais du coup ce qui est intéressant c'est que c'est pas parce que je raconte tout ça que j'ai jamais eu du plaisir avec les mecs, même avec des mecs qui m'ont fait du mal en fait, même dans des moments où j'étais pas bien. Et donc j'ai appris au cours de ces relations-là à moi essayer de prendre du plaisir, et j'y arrivais mais d'une manière qui était absolument malsaine, c'est-à-dire que c'était super mécanique, c'était vraiment genre comme si je me servais d'eux aussi. En fait. Donc c'était assez rare d'avoir un réel échange, une réelle osmose, une connexion, et ça tu vas me dire c'est normal, là, on n'est pas toujours obligé d'avoir des relations idylliques où il se passe des trucs de ouf, non, enfin tranquille, hein. Entre l'abus et l'osmose, il y a 10 000 possibilités, mais disons que moi, mon curseur, il était toujours très très près de... Ouais, du truc malsain, du truc où à la fin t'es pas bien, tu te sens mal, où tu sais même pas pourquoi t'as fait ça, et puis qu'en plus de ça tu t'en veux parce que même parfois c'est toi qui as initié le truc alors que tu voulais pas, etc. Enfin bref. Mais du coup moi j'ai quand même pendant plusieurs années appris à faire en sorte que mon corps jouisse dans des moments comme ça, alors qu'en fait ça me faisait pas tant de bien que ça. Et ce qui est particulier, c'est que cette attitude-là que j'ai appris à avoir avec les hommes, c'est-à-dire considérer que de toute façon ils m'utilisent, donc moi aussi je vais les utiliser, évidemment dans une mesure qui n'a rien à voir, hein, parce que quand je dis que moi je les utilise, c'est juste qu'en fait je vais complètement dissocier. Beaucoup de fois en fait j'étais dans des situations d'intimité où en fait la personne était en train de faire ce qu'elle avait à faire et moi j'étais ailleurs en train de m'imaginer des trucs qui me faisaient à moi fantasmer mais qui avaient rien à voir avec la situation, et donc c'est comme ça, c'est pour ça que je dis que moi je les utilisais dans le sens où j'avais l'impression de pas être là mais de juste me servir entre guillemets d'une partie de leur corps quoi. Je m'écoute et je me rends compte que ça sonne un peu bizarre, mais souvent j'étais dans cette dynamique où en fait ils proposent, je dispose, et pendant qu'ils disposent, ouais c'est ça, pendant qu'ils disposent, je trouve des moyens détournés de ne pas être là, de prendre du plaisir sans être dans le moment présent, etc. machin, et donc d'être dans une forme d'utilisation aussi de l'autre, mais en fait, c'est pas les bons termes, c'est pas exactement ça qui se passe, t'as capté je pense. Moi j'ai l'impression d'utiliser la personne parce qu'en fait je me sens utilisée, mais en réalité il y a pas de ça, il y a juste des dynamiques de merde et des rapports de pouvoir de merde et des traumatismes qui créent un terrain de merde qui font qu'après tu te retrouves dans des situations comme ça encore et encore et encore et encore et encore, et puis t'as l'impression qu'en fait c'est ça l'épanouissement intime, alors qu'en fait tu pourrais vivre des trucs tellement plus sains et tellement plus cool et tellement plus foncièrement positifs pour toi. Mais moi j'étais vraiment dans cet engrenage pendant des années et des années et des années, et en fait la satisfaction que j'en tirais c'était le fait de savoir que la personne elle avait eu ce qu'elle voulait, et en gros très souvent je me suis juste satisfaite du fait que mon partenaire était bien content. Lui, il avait eu ce qu'il voulait et il me désirait, et comme ma seule valeur en tant que femme réside dans ma désirabilité, et moi j'étais toute contente et toute reconnaissante en fait d'avoir été assez désirable en fait. Sauf que quand tu transposes ça dans ma vie queer, donc avec une majorité de femmes en l'occurrence, là ça n'avait plus rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait parce que dans mon expérience ça s'est passé comme ça, je vais y revenir plus tard, mais moi j'ai jamais été avec des femmes qui m'ont fait sentir utilisée, ou en tout cas qui m'ont donné la sensation qu'elles étaient en train de m'utiliser et de profiter de moi. Et quand je les voyais avoir du plaisir entre guillemets grâce à moi, j'ai jamais considéré que leur plaisir était synonyme d'un abus de ma personne, alors que chez les mecs c'était presque systématique. Et c'est en partie pourquoi moi j'ai du mal à m'ouvrir et me laisser aller et être plus dans une forme de passivité dans les relations queer, parce qu'en fait je ne suis pas capable de faire ce que je faisais dans mes relations hétéros, c'est-à-dire que je ne peux pas dissocier ailleurs ou me forcer bizarrement à... En fait ça se voit déjà. Et en fait c'est vraiment dans mes relations avec les femmes que j'ai compris à quel point cette croyance elle était forte, parce qu'en fait les fois où moi j'ai vraiment réussi à lâcher prise et à vivre un truc que je pensais être impossible à vivre parce que je me suis convaincue que j'étais cassée, que j'étais sale, que j'étais pathologique, que machin, que truc. Quand j'ai eu l'occasion de vivre ces moments où en fait toutes mes croyances ont sauté parce qu'en fait je me raconte de la merde à moi-même, et ces moments-là où j'ai eu du plaisir, où j'étais complètement dans le moment, où je me suis laissée porter, et systématiquement juste après j'ai l'impression d'avoir abusé de la personne. Je sais pas si ça s'appelle de la projection ou si c'est un autre nom, peu importe, mais en gros c'est vraiment dans ces moments-là que je me suis dit mais pourquoi t'as la sensation d'avoir été une prédatrice ?
là, factuellement, il n'y a rien. Il y a vraiment, genre, et même en posant la question, parce que du coup, la majorité de mes partenaires, j'ai toujours eu envie et besoin de discuter de ces choses. La majorité des choses qu'on m'a dites, c'est qu'ils n'avaient jamais été quelqu'un qui était autant attentif, d'une manière quasiment chiante, hein, autant attentif au désir, au consentement, t'es sûr que... Non, enfin moi je suis vraiment genre... c'est presque relou, je pense, de coucher avec moi. Parce que tellement je me prends la tête. Donc en fait, les chances pour que je sois vraiment en train d'abuser de quelqu'un sont vraiment minimes. Mais je peux pas m'empêcher de faire cette association de quand vraiment il y a un volcan de joie, de plaisir, d'orgasme, de tout ce que tu veux qui jaillit de moi, de systématiquement me punir et de me dire derrière non mais forcément ça c'est que... Voilà, non ça c'est que... tu l'as obtenu d'une manière qui était pas bien. Donc voilà pour ma liste des 5 croyances. Alors peut-être que toi tu vas en retirer que une, que 3, une dizaine, peu importe. Mais moi là, je sais que maintenant que j'ai ça au clair, et maintenant que je sais que c'est ces choses-là que je pense sur moi, bah quand je me retrouve dans des moments d'intimité où tout d'un coup, je me sens mal à l'aise, j'ai une petite angoisse, j'ai un petit coup de stress, et ben comme j'ai cette liste en tête, j'arrive à reconnaître les pensées envahissantes et me dire non, ça c'est tes croyances traumatiques, ce n'est pas la réalité. Alors je te l'accorde, pendant les sexy time, t'as pas spécialement envie de commencer à réfléchir à ces trucs et machin, mais le fait d'avoir ça au clair, le fait de réussir à en parler, le fait de réussir à faire le lien entre les traumatismes et les croyances, etc., ça permet, je pense, inconsciemment à ton cerveau de traiter les infos et gentiment de les remettre en question. Parce qu'on va pas s'arrêter à juste poser la croyance, ensuite on va analyser en quoi cette croyance est factuellement fausse. Et ça c'est encore un autre processus pendant lequel tu vas prendre chaque croyance une par une et essayer de voir en quoi, en tout cas aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Et quels sont les éléments très objectifs, très factuels, qui viennent remettre en question cette croyance. Donc voilà pour ce premier exercice. Et la deuxième chose que je voulais te partager, c'est la roue du consentement, là aussi. Une fois qu'on m'a parlé de ça, c'est bon, ça y est, j'avais l'impression d'avoir débloqué un niveau dans le jeu vidéo de ma vie. Qu'est-ce que c'est la roue du consentement? C'est un cercle traversé par 2 axes. L'axe vertical qui désigne qui fait l'action, est-ce que c'est ta partenaire ou c'est toi? Et un axe horizontal qui dit en gros que tu fais un cadeau ou que tu reçois un cadeau. Dans ce cercle, on voit qu'il y a du coup 2 dynamiques principales. Donc soit on est dans une dynamique de prendre et permettre, soit on est dans une dynamique de servir et d'accueillir. Je m'explique. On sait aujourd'hui, grâce aux sciences sociales notamment, que dans une majorité des cas, au sein des relations hétéros, il y a une très grosse dynamique de prendre et permettre. C'est-à-dire que les hommes viennent prendre ce qu'ils estiment avoir le droit de prendre dans l'intimité des femmes, et les femmes, sans questionner vraiment leurs désirs, leurs fantasmes, etc., vont laisser faire, vont permettre à la personne de prendre ce qu'elle veut prendre. C'est ce que je décris depuis le début de la vidéo et dans celle de la semaine dernière. Mais du coup, on n'est pas obligé de rester dans cette dynamique de prendre et de permettre. On peut glisser sur le cercle et aller plutôt du côté de servir et accueillir. Donc la personne qui prend à la place de prendre, elle va être plus dans le service. Donc à travers l'action que elle va faire, elle va te faire du bien à toi et pas se faire du bien à elle. Finalement, elle fait la même chose, hein, mais c'est l'intention, l'énergie vers qui elle est tournée en fait. Et la personne qui à la base permettait, autorisait, se laisser faire, peut glisser du côté de l'accueil. Et c'est ça que moi j'ai du mal à faire, parce que permettre, je sais faire, par contre accueillir, non. Et justement, en fonction de la configuration relationnelle dans laquelle je suis, c'est-à-dire hétéro ou pas, eh ben, je suis plutôt conditionnée à être dans le prendre, permettre, ou conditionnée dans le servir et accueillir. Ou plutôt juste servir. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais faire un petit aparté sur tous ces trucs qu'il y a autour des relations hétéro, lesbiennes, l'idéalisation des relations entre femmes, un genre de fétichisme qui peut exister et tout. Donc j'ai envie de finir ma vidéo avec ça, mais en tout cas pour la roue du consentement, je t'ai fait un mini topo très très superficiel, je te laisserai aller creuser de ton côté si c'est quelque chose qui te parle et que tu veux aller voir plus loin. Pour être honnête, moi j'ai pas plus creusé que ça, disons qu'à partir du moment où j'ai capté ces 2 axes, ces 2 dynamiques, pour moi ça a été suffisant pour réaliser un tas de choses, mais je pense que ça peut valoir la peine de regarder ce que signifient les petites flèches à l'intérieur, le dedans, le dehors de la roue, etc. Enfin, je sais même pas qui a fait ça à la base. J'espère que c'est pas un truc douteux, un peu chelou qui sort de nulle part, mais bref.
quand on m'en a parlé, moi ça m'avait fait beaucoup de bien, donc voilà, j'espère que ça pourrait te servir aussi. Ce que je voulais dire à propos des dynamiques hétéro versus dynamiques queer, etc., c'est que on a vite fait de tomber dans une forme d'idéalisation des relations queer, c'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que à partir du moment où elles sortent de l'hétérosexualité, si on peut dire ça comme ça, que tout d'un coup leurs relations vont être fluides, faciles, hyper épanouissantes, qu'il n'y a pas de violence parce que nous sommes entre queer, entre personnes assignées femmes, etc. Enfin bref, je peux plus m'entendre ça. Et en fait, même si je peux comprendre qu'on se sente vraiment plus en sécurité entre femmes, entre personnes queer, etc. machin, il faut pas tomber dans l'essentialisme. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il existe des violences entre personnes queer. Oui, les femmes lesbiennes, bisexuelles, etc. peuvent exercer de la violence entre elles et aussi de la violence d'ordre de l'intimité. Et en fait, c'est super difficile d'analyser ces dynamiques-là dans la mesure où on a tendance à tout voir sous le prisme hétéro, donc les hommes qui abusent et les femmes qui sont victimes, à juste titre, hein, parce qu'à nouveau, d'un point de vue purement statistique, sociologique, etc., cette généralité a bien lieu d'être. Donc c'est pas pour nier ça, mais c'est vrai que si on essentialise la chose et puis qu'on part du principe que forcément le mal vient des mecs cis hétéros et le bien vient des personnes qui ont une vulve ou des personnes queer, etc., on tombe dans des schémas où en fait la valeur des gens et leur capacité d'empathie et leur capacité de réflexion, etc., se résument à leur génitalité. Alors que non, le principe en général des luttes LGBT, du féminisme, etc., c'est bien d'expliquer que c'est pas notre génitalité qui nous définit en tant qu'être social, en tant qu'être humain en général, en fait, genre tout ne se résume pas à ce qu'on a entre les jambes. Donc dans mon cas, c'était pertinent et important de préciser que j'ai vécu cet apprentissage de l'intimité d'une manière nulle à cause de la misogynie, à cause du patriarcat dans des relations hétérosexuelles comme énormément d'autres femmes. Et j'ai eu la chance que dans mes relations queer, lesbiennes, ça ne m'est jamais arrivé de tel schéma. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une distinction à faire. Et je pense que cette distinction existe pour beaucoup de personnes. Mais cette distinction n'a pas lieu d'être pour tout le monde dans la mesure où entre personnes queer, on peut très bien exercer des rapports de domination les uns, les unes envers les autres. Et que ce soit des rapports de domination genrés ou pas, dans tous les cas, il peut y en avoir. Voilà, je voulais juste préciser ça pour pas qu'on croie que tout d'un coup, si maintenant tu quittes ton mec et tu commences à sortir avec des meufs, genre tout d'un coup tu vas vivre l'idylle et la passion lesbienne la plus parfaite et la plus romantique au monde parce que relationner avec des femmes par essence, c'est relationner avec des êtres lumineux, parfaits, bref tout ce que tu veux, ça c'est pas vrai en fait. Les femmes comme les hommes sont des personnes complexes, très différentes, ce n'est pas un bloc homogène comme ça là qu'on peut résumer avec des caractéristiques communes pour toutes. Et je m'obstine à dire ça dans énormément de mes vidéos parce que pour moi c'est ça vraiment le féminisme, c'est-à-dire considérer la pluralité des féminités, la pluralité des valeurs, la pluralité des croyances, des cultures, etc. Et de pas réduire les femmes en fait à un idéal fantasmé qui en fait n'existe pas concrètement. Dernier truc que je voulais rajouter à ce sujet aussi, c'est que il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des choses avec des hommes, donc soit parce qu'elles se pensaient hétéro à un moment donné, soit parce qu'elles sont bisexuelles, soit parce qu'elles sont lesbiennes mais qu'elles ont subi du coup quand même des relations avec des hommes. Il y a beaucoup de ces femmes-là qui ont du mal en fait à se sentir intégrées chez les queers, à se sentir bien en fait dans des espaces LGBT, etc. parce qu'elles ont la sensation justement d'être polluées par les hommes. Et ça vraiment c'est quelque chose tu vois, j'en perds mon français tellement ça me dépasse. En fait déjà l'idée qu'on est sali par les hommes à la base, c'est quand même un des piliers de la misogynie et du patriarcat, de faire croire qu'en gros la sexualité des femmes doit être contrainte et pure, etc. Enfin bref, je vais pas te refaire tous les cours d'histoire à propos de ça. Merci Saint-Augustin d'ailleurs. Mais du coup oui, cette croyance comme quoi les femmes sont salies par les hommes et si on va un peu plus loin, la zézette est salie par le zizi, si on reste dans un truc très génito-centré, etc. Cette croyance-là, elle est très très coriace et je sais que probablement si tu regardes cette vidéo, même si tu l'as déconstruite, même si tu es féministe, même si tu as du recul là-dessus, je sais qu'il y a peut-être une partie de toi qui pense qu'elle va être rejetée par d'autres femmes sous prétexte que ces autres femmes vont être dérangées par ton passé avec les hommes. Alors si ça peut te rassurer, crois-moi, c'est loin d'être une majorité. Si tu vas dans la vraie vie du vrai monde et pas dans les niches d'internet où les gens donnent la sensation que la réalité est à des années-lumière de ce que toi tu vis, si tu vas dans le vrai monde et que tu côtoies des vrais gens et que tu parles avec des personnes qui voilà, font un minimum preuve de bienveillance et de respect, tu te rendras compte que c'est très minoritaire
ces personnes-là qui vont te faire sentir malvenue parce que t'es bisexuel, t'as été contaminé par les hommes, on veut pas gérer le fait que t'es traumatisé par des hommes, nous on reste entre nous parce que on sait très bien ce qu'on fait et on s'évite ce genre de problème, etc. Je suis pas en train de dire qui devrait faire quoi ou quoi que ce soit, parce que s'il y a des personnes qui créent un entre-soi, que ce soit des mecs gays, des meufs lesbiennes, ou peu importe quel type d'entre-soi, mais s'il y a des gens qui décident de créer un entre-soi pour être que entre personnes qui ont des expériences communes, elles ont le droit de le faire en fait. Ces gens ont le droit de vouloir être entre personnes qui se comprennent et qui ont un vécu et des expériences communes. Par contre, c'est pas parce que ces entre-soi sont créés que ça donne le droit à qui que ce soit d'alimenter ce discours ultra misogyne de la meuf pestiférée parce qu'elle a été traumatisée par des hommes et qu'en fait elle est condamnée à vivre dans ses traumas, à être relou, à vivre à travers le prisme des mecs et tout. Enfin non, sache que si tu te reconnais dans ces récits et si tu regardes statistiquement ce qui se passe dans... Enfin, en gros, qui se revendique queer, qui fait des coming out, etc., tu verras que ton expérience, elle est bien plus commune et bien plus majoritaire que ce qu'Internet parfois veut bien faire croire. Je dis ça parce que je sais qu'il y a plein de petites meufs qui me regardent et qui osent pas du tout approcher des espaces queer, même ne serait-ce que faire des coming out ou envisager justement de guiniser sa vie, entre guillemets, parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont être rejetées encore une fois, etc., machin. Et non, en fait, vraiment, je tiens à le dire, j'avais les mêmes croyances, j'avais les mêmes peurs et tout, et en réalité, c'est... Je sais que je parle pour une niche là, genre il y a plein de gens qui me suivent plus depuis un petit moment, mais sache que vraiment ce que tu vois en ligne, comme par exemple le fait de devoir être fixé sur son identité et être convaincu de son étiquette et de son label, et puis de ah j'ai dit que j'étais bi, en fait je pense que je suis lesbienne, mais en fait non je pense pas que je suis lesbienne, en fait je pense que je suis trans, et puis en fait du coup si je suis trans est-ce que je suis hétéro, etc. Bref, genre tranquille, genre dans la vraie vie, des vrais gens, ça fluctue. Les gens ne sont pas aussi rigides que sur internet, les gens ont un passé, les gens ont un certain âge parfois, rencontrer des personnes qui ont le double, le triple de ton âge, ça te permet aussi de voir la complexité des expériences humaines. Et moi, vraiment côtoyer des personnes avec des profils très différents, des âges différents, des étiquettes sociales différentes, ça m'a permis aussi de relativiser un peu sur toutes ces choses et arrêter de me sentir condamnée et obligée de quoi que ce soit en fait. Justement, quand on est une personne traumatisée, on a tendance à se sentir figé, bloqué, à avoir l'impression d'être dans un truc super rigide, etc. Alors que justement, ce qui peut être hyper bénéfique et positif pour toi, ce serait de te donner le droit d'explorer, d'expérimenter, de parler, de tester, d'être dans une quête en fait. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si mon travail de manière générale te parle, t'est utile, t'intéresse et que tu veux aider à soutenir cette chaîne et à faire en sorte qu'elle soit le plus autonome possible, le plus longtemps possible, je t'invite à faire un petit tour sur ma plateforme Tipeee. C'est une plateforme sur laquelle tu peux me faire un petit don, même si c'est 50 centimes ou 1 euro. Pour moi, ça fait vraiment la différence au quotidien, que ce soit un don ponctuel ou régulier, peu importe. Merci beaucoup si tu penses à le faire, merci beaucoup si tu l'as déjà fait. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir aborder cette thématique sous cet angle-là et on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Bisous!